Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui le Forum de la Venoge est très fier de vous présenter son premier grand format car nous recevons notre première célébrité suisse, Vincent Pérez. Né le 10 juin 1964 à Lausanne, il a passé toute son enfance en Suisse où il a étudié la photographie ainsi que l'art dramatique. C'est en 1980 qu'il quittera son pays d'origine pour continuer ses études au sein du Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. En 1990, il se fera connaître en jouant aux côtés de Gérard Depardieu dans Cyrano de Bergerac, mais je ne vous en dis pas plus. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, installez-vous confortablement car c'est l'heure du grand entretien. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Très bien, et toi, Maxime? Mais oui, super, merci beaucoup. Alors, merci infiniment d'avoir accepté mon interview sur la chaîne du Forum de la Venoge. Merci infiniment. Alors, pour te présenter en quelques mots, même si on a plus tellement besoin de te présenter maintenant, mais tu es acteur, réalisateur, scénariste, photographe. Tu as habité une bonne partie de ton enfance à Panta, puis à Cheseaux, et tu as quitté la Suisse dans les années 1980 pour Paris avec, je crois, qu'une seule valise. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Une seule valise, même pas très grande, hein, j'avais pas grand-chose dedans. J'avais surtout, je dirais, ma passion et puis mes rêves, en fait, qui étaient plutôt dans ma tête plus que dans ma valise. Ouais, t'es arrivé avec pas grand-chose en poche. C'est un petit peu, t'as quitté la Suisse, voilà, une valise, t'arrives et puis un Ouais. petit peu. Ouais, je me souviendrai toujours de la traversée de Paris, d'arriver place Clichy, d'arriver là où en fait j'avais rencontré quelqu'un euh, qui avait un appartement là-bas et qui du coup me l'avait passé, donc je le louais et puis il était au fond d'une impasse, donc j'ai découvert la place Clichy, j'ai découvert en fait il y avait le PMU, donc il y avait plein de gens qui pariaient, Ah ouais. essentiellement des Maghrébins, des Africains qui pariaient sur des boîtes en carton et je passais au milieu de ces gens-là pour atteindre en fait cet appartement qui était au fond d'une impasse, qui était une petite maison complètement déglinguée comme ça, et puis dans laquelle en fait j'ai vécu à peu près 4 ans de ma vie. Ouais. D'accord. Parce que c'est vrai qu'à cette époque, tu étais étudiant au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Mhm. D'ailleurs, ton premier rôle, c'était en 1985 aux côtés d'un Suisse, Jean-Philippe Écoffet, donc gardien de la nuit. Ouais, absolument. Un film de Jean-Pierre Limousin. Oui. Et Jean-Philippe, je l'ai rencontré au Conservatoire de Genève, hein, parce qu'avant de partir à Paris, j'ai fait un an d'école préparatoire à Genève et j'ai rencontré Jean-Philippe à ce moment-là. Et d'ailleurs, Jean-Philippe, par la suite, quand je suis arrivé à Paris, est venu s'installer dans mon appartement. Donc, c'était mon coloc pendant plusieurs années. Et voilà. Alors c'est vrai que c'est en 1990 que tu t'imposes au niveau international, en jouant dans le rôle de Christian dans Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau, aux côtés de Gérard Depardieu. Comment tu as vécu toi ce premier grand film quand on t'a dit bah ce sera toi qui joueras le rôle de Christian? Je l'ai vécu comme une sorte presque de, c'était un cadeau du ciel, hein, déjà, c'était un cadeau du ciel, mais en même temps, ça faisait partie du trajet que je faisais. Tout s'ouvrait à moi depuis quelques années. Tout ce que j'entreprenais dans cette direction-là s'ouvrait à moi, et ça faisait partie, en fait, des choses ça faisait partie de la continuité d'un parcours qui se déroulait sans trop de heurts. Et donc, j'ai fait les essais. Euh, et puis, en fait, j'ai su assez rapidement que c'était moi qui avais le rôle. Les essais ont été montrés, donc je les ai faits avec Jean-Paul Rapneau. Ensuite, Jean-Paul les a montrés à Gérard Depardieu. Gérard Depardieu a validé. Et puis, je me suis retrouvé très vite. Donc je quittais le conservatoire. Non, non, j'ai fait le conservatoire. Ensuite, j'ai fait l'école de Chéreau. Et ensuite, j'ai décroché. Donc, ça faisait quelques années quand même que je faisais quelques années d'études. Donc, ça faisait à peu près 5 ans d'études. Oui, 5 ans entre une année au Conservatoire de Genève, 2 ans et demi au Conservatoire et 2 ans chez Chéreau. Il était temps que je me mette que j'entre dans le monde professionnel et que c'était une entrée royale. C'est vrai que c'était une entrée royale.
Je pense que t'as dû sauter de joie quand tu as dit, bah, Mais c'est ça y vrai est. on était déjà dans un terrain assez privilégié parce que le fait d'avoir fait le conservatoire, le fait d'avoir fait l'école de Chéreau, le fait de travailler avec Chéreau, le fait d'avoir fait du théâtre avec Chéreau, donc on m'avait vu sur scène. Donc, et puis moi, j'étais plutôt un bosseur, je travaillais beaucoup. Et donc c'est vrai que quand Cyrano a jeté son dévolu sur moi, Ouais, c'était un moment assez extraordinaire. ouais. D'ailleurs, on en regarde un petit extrait, hein. Eh bien, mais tu es blême. Elle ne m'aime plus. Comment? C'est toi qu'elle aime. Non, elle n'aime plus que mon âme. Non. Si. C'est donc bien toi qu'elle aime et tu l'aimes aussi. Moi? Je le sais. C'est vrai. Comme un fou. Davantage. Dis-le-lui! Non! Pourquoi? Regarde mon visage! Dis-lui tout! Non! Alors, en 1992, on te retrouve dans Indochine aux côtés de Catherine Deneuve et dans la même année, en fait, tu fais tes débuts de réalisateur avec le court-métrage L'échange, nommé au prix du jury du court-métrage du Festival de Cannes, hein. Alors, pourquoi avoir passé de l'autre côté de la caméra, en fait? Ça a toujours été là. J'ai toujours mis en scène mes potes au conservatoire ou à Nanterre. J'ai toujours euh, euh, exploré ce chemin-là, cette voie-là, qui était une expression, je dirais, l'expression de quelque chose de, je dirais, de plus, peut-être plus cérébral, en même temps plus intime. J'avais besoin d'explorer mon espace mental, mon espace artistique d'une autre manière que par le biais du métier d'acteur. Et ça m'a toujours travaillé. J'imagine que c'est peut-être lié à la photographie, c'est lié voilà, à un moment donné, il y a quelque chose, vous portez quelque chose en vous, vous savez qu'il y a quelque chose là, et puis voilà. Donc ça fait des années maintenant que je suis sur cette voie-là. J'espère un jour y arriver, comme dirait Patrice Chéreau dans son bouquin. J'espère qu'un jour j'y arriverai. Mais c'est vrai que ça fait partie de ma vie depuis le début, en fait, depuis le début de ma carrière, de mettre en scène, de réaliser. D'accord. Alors, c'est vrai qu'après, en 98, hein, tu es nommé pour un César du meilleur acteur dans un second rôle, hein, pour ton interprétation dans Le Bossu, de Philippe de Broca aux côtés de Daniel Auteuil et Fabrice Lucchini, hein. Donc ça aussi, ça t'a révélé au grand public, hein. D'ailleurs, c'est après que tu as fait du cinéma américain, je crois, hein, aussi. Oui, je crois que c'était dans cette période-là. Ouais, Ouais. je crois que c'était dans cette période-là où, en fait, je dirais les premiers contacts, la première ouverture sur les États-Unis, c'était après la Reine Margot, véritablement, en Ouais. fait. Aussi avec une valise, tu es arrivé, sorti de l'aéroport ou bien. Non, là, c'était pas pareil, hein, parce qu'en fait, j'avais fait de la promotion de Cyrano un petit peu, j'avais fait la promotion de la Reine Margot, Indochine et d'Indochine aussi. Donc, et puis j'étais un terrain connu parce que j'avais vécu un petit peu aux États-Unis et que voilà que j'étais attiré par ce pays. Voilà, pas forcément par le cinéma. Au départ, c'était vraiment l'expérience de l'Amérique. C'était quelque chose qui a toujours été en moi. D'ailleurs, la première fois que je suis allé à Los Angeles, c'était pendant l'école de Chéreau, donc j'avais 21 ans. Hein. J'ai fait un stage à UCLA et puis il y a quelque chose qui m'a plu. Je me sentais bien là-bas, etc. Mais c'est vrai que très vite, par la suite, très vite, j'ai compris que j'appartenais à l'Europe, que je me sentais très européen et que j'avais vraiment pas envie du tout de délaisser ça. Sinon, je pense que je serais devenu fou totalement. J'avais besoin au moins d'un minimum de racines. Et c'est vrai que mes racines sont européennes. Donc, ma mère est allemande, mon père est espagnol. Je suis né en Suisse, j'ai grandi en Suisse, je vis en France. J'aime beaucoup C'est chez l'Europe, toi ici. ce que ça véhicule. Ouais. Alors c'est vrai qu'en 2003, hein, tu te nommeras le film Fanfan la Tulipe, hein, à tes côtés Didier Bourdon et la ravissante Penelope Cruz. Il paraît que c'est toi qui as fait toutes tes cascades, hein, dans le film, hein. Oui, oui, c'est moi qui ai fait toutes mes cascades. C'est un peu je dirais, ma spécialité, le combat, l'épée, le fleuret, le sabre. J'ai comptabilisé à un moment donné à peu près le nombre de grands duels que j'ai fait dans ma carrière. J'ai dû faire à peu près une trentaine de duels. Donc ça fait partie de mon ADN. Et c'est vrai que j'avais fait une belle préparation pour ce film-là. Euh, avec mon camarade maître d'armes Michel Carliez, que j'ai connu sur Cyrano. Euh,
Et je lui avais dit, écoute, j'aimerais bien pour ma préparation, j'aimerais bien faire du cirque parce que je trouvais que Fanfan la Tulipe, j'aimerais bien, je voulais lui donner un côté joueur de cirque comme ça. Et donc j'ai fait du cirque pour me préparer avant de toucher une épée. J'ai fait à peu près trois mois de cirque avec du trapèze, avec du fil, etc. Donc on comptabilise je comptabilise à peu près une trentaine de duels hein, dans ma carrière, que ce soit dans des films français ou des films. J'ai participé à un film chinois aussi où j'avais un gros duel. Et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, le côté chorégraphie, danse du bretteur, de l'escrimeur. D'accord. Oui, alors c'est vrai que... Alors je te propose qu'on en regarde un petit extrait. Okay. Vous êtes fou? Vous auriez pu la tuer? Votre fille? Votre nièce? Vous n'avez pas honte? Oh, bah c'est nous qui devons avoir honte. Il n'a pas honte. Mais non, bien sûr que non. Honte de quoi? Elle ignorait qu'elle était belle. J'ai instruite. Arrête tes chansons, on les connaît. Et toi, rentre un peu dans tes livres. Tout doux, maître Guillaume. Moi, j'étais tout miel avec vos dames. Mesdames, j'ai qu'une fille. Et sa mère? Chaligo. Alors, en 2011, hein, tu joues dans un film qui s'appelle Un baiser de papillon de Karine Silla, qui est donc ta femme. C'est un film qui est presque joué un peu en famille, hein, je crois. Oui, il y a un côté famille. C'est vrai qu'il y a ma fille, il y a ma belle-fille qui joue dedans. Et dans la figuration, il y a aussi les plus petits qui maintenant sont grands. C'est un film de famille, oui, c'est un film de famille, mais Peau d'ange aussi. Mon premier film en tant que réalisateur est aussi un film de famille. C'est vrai que c'est assez agréable de travailler dans cette zone-là avec des liens forts. Mais il faut mélanger, il faut ouvrir. Donc, Un baiser papillon, c'était effectivement réalisé par Karine, écrit par Karine, qui est non seulement donc ça c'était le film qu'elle a réalisé, mais elle est aussi auteure. Donc elle écrit, elle va sortir son 4e roman à la rentrée littéraire du mois de septembre, qui est un roman absolument magnifique. Grande écrivaine. Hein. Ouais. Et là le prochain c'est vraiment magnifique. Vraiment, je pense que c'est son grand livre en fait. Et donc c'est vraiment passionnant de pouvoir explorer ensemble une histoire qu'on développe et puis aussi de continuer. On écrit beaucoup ensemble en ce moment. On écrit plusieurs scénarios qui sont en développement et donc j'ai beaucoup d'admiration pour son écriture et j'ai hâte qu'elle fasse un autre film, mais on y travaille. Alors, en 2016, hein, tu réalises un long métrage qui s'appelle Seul dans Berlin, avec Emma Thompson, Daniel Brühl, Brendan Gleeson, basé sur un roman, hein, je crois. D'ailleurs, tu as reçu plusieurs récompenses hein, pour ce film. Oui, c'est une grande aventure ce film-là parce que j'ai mis 8 ans à pouvoir commencer le tournage et donc pratiquement 10 ans de l'idée à la sortie du film, il y a eu 10 ans hein, pratiquement. Donc ça a été un long chemin. Ça a été un long chemin. C'est un film qui est en lien avec l'histoire de ma famille, parce que en faisant ce film, en lisant le livre et ensuite en travaillant sur la faisabilité du film, j'ai découvert qu'il y avait un lien avec l'histoire de ma famille, en fait, avec mes ancêtres. J'ai découvert que mes ancêtres étaient aussi résistants, ils ont résisté en Allemagne à leur manière. Hein, comme ceux du film, c'est des héros, des héros mais dont on parle pas parce que c'est des actes de résistance qui sont minimes mais qui sont là et qui faisaient qu'ils risquaient quand même leur vie. Le fait de ne pas accepter de suivre les nazis ou le franquisme. Mon grand-père espagnol s'est fait fusiller par les franquistes et c'est vrai que il y a comme des liens, même si c'est l'Espagne ou l'Allemagne aussi. J'ai découvert des choses incroyables de l'histoire de ma famille en Allemagne. Pas un seul membre de ma famille était inscrit au parti nazi, qui était une forme de résistance, véritable résistance. Et puis j'ai découvert aussi qu'un de mes oncles a été gazé dans une chambre à gaz qui faisait partie de la section T4, je dirais, en fait, entre 41 et 42.
1941, 1942, ils ont fait des tests de chambres à gaz pour pouvoir ensuite pouvoir s'en servir pendant le début de la solution finale qui a commencé en 42. Donc du coup, j'ai un oncle qui est mort, voilà, parce qu'il était probablement dans l'opposition, ou peut-être qu'il voulait simplement s'en débarrasser, comme tous ceux qui s'opposaient au régime nazi ou qui n'adhéraient pas. Donc l'ONU in Berlin c'était une manière à moi de donner la parole en fait à mes ancêtres, et puis à toutes ces personnes qui se sont battues et dont on parle pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Suisses. Moi, il y a quelques jours en arrière, j'ai interviewé Nouria Gorité, où ses parents, ses grands-parents étaient des militants antifranquistes, hein, qui ont quitté d'ailleurs l'Espagne pour la Suisse. Donc on voit hein, qu'il y a beaucoup c'est ça qui fait la Suisse aussi, hein, la multiculturelle. Absolument, c'était vraiment dans les mouvements dans les années 60. Il y a eu des Italiens, des Espagnols qui sont venus en Suisse, et c'est vrai que mon père et ma mère ont fait partie de ce mouvement-là, et la Suisse a été vraiment une terre d'accueil extraordinaire, qui a permis en fait à ma famille. Et puis ensuite on est devenu suisse. Mon père s'est naturalisé. J'ai hérité donc du passeport suisse. Moi j'ai qu'un passeport, j'ai le passeport. Je suis que suisse. Ça suffit. C'est très bien. J'en veux pas d'autres. Tout va bien. Je suis très heureux d'être suisse. Donc mais donc ça voilà, donc ça fait partie. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de deuxième génération, première, deuxième génération qui sont donc issus de ce mouvement de migration des années 60. D'accord. Alors c'est vrai que Vincent, toi tu es un grand artiste, hein, tu as plusieurs, évidemment, comme tout grand artiste, plusieurs casquettes, hein, car tu as fait aussi de la télévision, du théâtre, mais également des bandes dessinées, La Forêt, alors que je l'ai ici, c'est tout le premier que j'avais acheté, hein, que tu m'avais d'ailleurs dédicacé à l'époque, hein, voilà. 2006 à Lausanne. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de ces bandes dessinées? Il y a eu 4 tomes, hein, 4 livres hein, d'ailleurs. Oui, en fait, au départ, ça a été un scénario, en fait, un scénario. Je voulais réussir un scénario. Je voulais réussir un scénario. J'ai travaillé pendant 1 an à l'écriture d'un scénario en me libérant de toute contrainte. En fait, en laissant totalement mon imaginaire aller là où il voulait aller, et j'étais fasciné par les contes. Et donc, j'ai voulu créer mon conte à moi. Donc, j'ai écrit La Forêt. Donc, un scénario qui coûtait beaucoup trop cher pour le mettre en film. Et puis, bon, je savais pas quoi en faire. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ça pourrait peut-être faire une bande dessinée. Et puis, j'ai rencontré des gens de Casterman. Et puis ensuite, on a cherché un dessinateur, et est né donc La Forêt. Donc ça, c'est le premier tome. Et ensuite, comme ça a bien fonctionné, on sentait qu'il y avait encore de la réserve comme ça chez les personnages. On pouvait encore explorer des choses. Et puis il y a un deuxième, un troisième et un quatrième. Ouais, effectivement. Donc je crois même que La Forêt retrace un petit peu ton passé à Panta. Je crois les forêts un petit peu vaudoises. Est-ce que ça c'est vrai ou Probablement, en fait, c'est un mélange en fait entre. Moi, j'allais beaucoup dans la forêt à Panta. J'habitais à Panta, il y avait et puis même vers Cheseaux, on allait aussi. Avant, j'habitais à Cheseaux, mais à Panta, j'ai passé mes journées dans la forêt. J'ai vécu des choses. J'étais seul d'ailleurs. J'étais tout le temps seul. Enfin, je vivais comme ça des personnages. Je m'inventais des situations, des vies. J'étais vraiment comme un enfant sauvage, presque un peu. Et puis c'est vrai que la Venoge, j'étais à côté de la Venoge, donc le forum de la Venoge, ça tombe bien vu que j'ai vécu au bord de la Venoge, enfin, pas au bord, mais disons que dans mes escapades, je longeais la Venoge, et c'était assez mystérieux, surtout la nuit, quand la nuit commençait à tomber, qu'il fallait que je rentre, et que j'étais vraiment au début de mon adolescence. C'est vrai que j'ai vécu des moments de peur où tout d'un coup je sentais qu'il y avait des esprits dans la forêt, et j'ai eu plein de moments où j'avais l'impression d'être visité par les créatures de la forêt qui se cachaient dans la nuit, et donc c'est vrai que la forêt est probablement
de quelque part dans son ADN, il y a ces moments-là que j'ai vécu dans mon enfance sur le bord de la Velage. Ouais. C'est vrai qu'on a un grand point commun, c'est que j'ai aussi habité à Pantin. Hein. D'ailleurs, toi, tu as joué au foot à côté de la Cinémathèque suisse, enfin maintenant où c'est installé. Hein, et il paraît même que tu imitais John Travolta dans les rues de Pantin. Est-ce que c'est vrai? Non, pas dans les rues de Pantin, probablement aussi, mais c'était parce qu'en fait, à l'époque, j'avais commencé mon apprentissage de photographie, donc j'avais à peu près 15 ans, et donc j'étais plutôt vers Lausanne. C'était plutôt en descendant la rue de Bourg que je marchais comme C'est déjà une autre catégorie, hein, Lausanne, Pantin, voilà, Lundebourg. là, j'étais déjà dans la grande ville. Ouais. Là, j'habitais plus à Pantin. Ensuite, on a quitté Pantin pour aller vivre à côté de Payerne, à Nuvie. Justement, toi, après, tu as fait beaucoup d'études de photographie au centre d'enseignement professionnel de Vevey. Je crois que la photographie a beaucoup compté pour toi. D'ailleurs, je crois que tu habitais en Russie faire des photos, sauf erreur. Oui, j'ai fait un livre aux éditions Delpire il y a maintenant 2 ans. La photographie, c'était mon premier métier. En fait, j'ai fait un apprentissage de photographe où je travaillais à Lausanne et je suivais des cours à Vevey. Donc, la photographie a vraiment été mon point de sortie de mon enfance. Et puis ensuite, je suis allé vers le théâtre, vers le cinéma. Mais la photographie m'a toujours suivi, elle a toujours été là, présente. J'ai toujours photographié, j'ai beaucoup d'images de ma vie, en fait, de ce qui m'entourait. Et puis ensuite, un jour, il y a maintenant 12 ans, à peu près 12 ans, je me suis dit que ça me travaillait trop, qu'il fallait que j'explore, qu'il fallait que continue le chemin dans la photographie. Et c'est ce que je fais depuis quelques années. Je continue à travailler, à essayer d'explorer ce chemin-là aussi. D'accord. Alors, c'est vrai que maintenant, tu vis à Paris, mais tu reviens à Lausanne de temps en temps car tu as initié les rencontres du 7e art. C'est un peu le festival du cinéma, mais au cours duquel aucun prix n'est remis. Est-ce que tu peux nous en parler un peu les rencontres 7e art Lausanne, en fait, c'est un moment comme une bulle où on est en dehors de toute compétition et c'est comme un lieu de réflexion autour du cinéma du patrimoine. En fait, on montre autour d'une thématique, on montre des films qui sont une sorte de reflet, miroir de notre société pour qu'on puisse échanger, discuter et puis juste apprécier, admirer, revoir en fait ces grands films sur un grand écran. Quand on voit certains classiques, tant qu'on les voit sur un écran, on comprend en fait la force, la puissance du film beaucoup plus que si on le voyait sur un petit écran. Donc, c'est aussi le rapport aux couleurs, au rapport au noir et blanc, la texture du film, le son, le fait d'être vraiment en immersion dans un film, ça change beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'est assez magique, assez magnifique. Et donc, les émotions sont décuplées. Et là, on parle en fait de très grands classiques, des chefs-d'œuvre du cinéma. Et c'est vrai que de revoir des films comme Apocalypse Now ou alors des comédies ou n'importe quel grand film, c'est une expérience incroyable. Même Grease, on parlait de Grease tout à l'heure. Grease, le grand écran, c'est magnifique en fait. C'est les couleurs, le jeu, on tant qu'on est vraiment dedans et c'est une vraie partie de plaisir. Donc c'est ça qu'on offre en fait avec les rencontres et en parallèle. Ce qui est le cœur aussi, je dirais le deuxième cœur des rencontres, c'est nos invités. Donc on fait venir de très grands réalisateurs qui viennent du monde entier. On a eu les frères Cohen, on a eu Barry Levinson, on a eu Christopher Walken, on a eu Matt Dillon, en 2 années, on devait avoir Pierce Brosnan on a dû annuler malheureusement à cause du coronavirus. On avait des invités prestigieux. Donc, on va donner suite à ça. Et dès qu'on peut, on est en train de discuter, mais dès qu'on peut, on va commencer à proposer jusqu'à la fin de l'année. On va voir quand est-ce qu'on peut commencer à faire ça. La projection de certains films qui étaient
qui était dans la programmation et possiblement aussi en faisant venir quelques-uns de nos invités, mais pour des petites choses ponctuelles. Mais ce sera des rendez-vous qui j'espère, existeront. On verra, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais qui existeront jusqu'à la fin de l'année. Et puis, comme une sorte de relais jusqu'à la prochaine édition qui aura lieu au mois de mars. Mais en tout cas, cette année, c'était assez extraordinaire parce que là, on a vraiment senti qu'il y a eu un véritable appel, c'est-à-dire que les gens, ils se sont vraiment jetés sur la billetterie. Donc on s'est dit, ça y est, on existe. Hein. On s'est mis debout. Quoi. Le bébé s'est mis debout. Les rencontres 7e art Lausanne, ton coup, il y avait un truc de fou autour de la billetterie. On était fous de bonheur. Et puis après, il y a eu le gros coup de frein, la décision qu'on a dû prendre aussi d'arrêter. Décision voilà qu'on a pris avec mon équipe, avec ma directrice et puis mes équipes en fait, tous les chefs de poste. On a fait une réunion puis on s'est rendu compte. On était le 2 mars, hein, donc c'est assez tôt. Oui, c'est tôt, ouais, effectivement. Ah ouais, on n'avait pas l'interdiction de le faire, mais l'ambiance n'y était pas et puis de toute façon on n'aurait pas pu aller jusqu'au bout parce qu'on a en fait j'avais pas la garantie que je puisse aller jusqu'au bout. D'accord, ouais. Au niveau sanitaire et puis aussi par rapport à toutes les demandes pour les questions de sécurité, tout ça, on pouvait à un moment donné, il a fallu qu'on prenne ces décisions le 2 mars. 2 mars, ouais. Et moi je suis arrivé à Paris, donc le 6 ou le 7 je suis rentré. Et là, je voyais que les gens faisaient la fête, qu'il y avait des concerts le 12, et j'étais halluciné. En fait, les gens se rendaient vraiment pas compte de ce qui était en train de se passer. Et d'ailleurs, nombre de ces soirées, je le sais, parce que c'est des soirées qui étaient du cinéma, nombre de ces soirées, en fait, il y a eu plein de gens qui sont tombés malades. Hein. D'accord. Oui, alors effectivement, ouais. Ce sera. Oui. On a vraiment pris la bonne décision. Je pense qu'on a fait preuve de maturité. Alors quand tout était prêt, les taxis étaient réservés pour tous nos invités, les billets de train, les billets d'avion, tout était pris. Ouais. Donc mes discours étaient écrits. Enfin, voilà, tout était là. On avait des surprises extraordinaires pour la soirée de la cérémonie de la grande soirée. Bref, en tout cas, voilà. D'accord. Donc on verra l'année prochaine. Alors si ah oui, il y aura l'année prochaine, je pense. Au niveau déjà pris, ouais. Ah oui, non, nous l'année prochaine, ça y est, moi je travaille sur la prochaine édition. Hein. Mais j'allais te demander aussi, qu'est-ce qui fait un grand film pour toi? C'était ma dernière question. Un grand film, c'est un film qui parle de son temps, d'une manière ou d'une autre. Ouais. C'est un film qui a qui à un moment donné atteint une forme de magie parce qu'il y a tous les éléments qui sont là pour le surélever. Et à un moment donné, c'est très étrange. À un moment donné, hop, il y a une sorte de magie qui prend comme ça. Et puis cette magie, ensuite, elle irradie autour d'elle. Alors voilà. Et en général, c'est vrai que même si c'est pas un film qui parle directement de notre époque, mais il faut qu'il y ait quand même un lien, il faut qu'il y ait quand même une sorte de résonance. Vous voyez, comme par exemple, le très bon exemple, c'est des films comme J'accuse, dans lequel je jouais. On parle pas de notre époque, mais le film y a dit quelque chose parce que ça parle d'un trauma profond, enfin de quelque chose, de l'histoire en tout cas de la France, mais l'histoire aussi de l'antisémitisme, etc. Et donc c'est des sujets qui sont très importants. Et puis l'autre, pareil, pour en revenir à cette soirée des Césars, et puis les films comme Les Misérables, qui sont voilà, c'est des films qui tout coup il y a voilà la magie prend parce que ça se passe quoi. Ouais. Donc c'est des films qui sont très puissants, qui sont voilà, il y a rien à dire quoi. C'est juste ça nous parle, même si on vit pas dans les banlieues, il y a quelque chose qui traverse, en fait, où tout le monde se reconnaît parce que finalement, on essaie de tous de trouver notre chemin dans la vie d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que ce film-là parle. Notre ennemi, c'est pas les autres, mais c'est la misère. Quoi. Et ça, c'est quelque chose, c'est un message qui est vraiment très fort.
Très bien, alors ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Voilà. Vincent de m'avoir accordé ton Merci. précieux temps. Merci infiniment. Ouais, c'est un plaisir. Merci, hein, Maxime. Et bonne chance avec le forum de l'Avenage. Merci beaucoup Okay. Vincent. À bientôt. Voilà mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui m'ont permis justement de pouvoir réaliser cette interview. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!